Lecture publique d'extraits de Montevideo d'Eri de Luca, lectrice Sylvie Benito. C'est moi? C'est l'italien? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'une? D'ici j'entends le chien. Et si tu n'es pas morte, ouvre-moi sans rancune. Je rentre un peu tard, je sais. 18 ans de retard, c'est vrai. Mais j'ai perdu mon audace dans une geôle de Naples. Il est fatigant le voyage, pour un enfant de mon âge. Ouvre-moi, ouvre-moi la porte. Io non ne posso proprio più. Se ci sei, aprimi la porta. Non sai com'è stato laggiù. Je reviens à zoologie. J'ai eu toutes les identités, frondeurs, futuristes, subversifs, acteurs révoltés, humbles et alpinistes. J'ai connu des femmes. Oui, mais je joue bien mal aux dames, tu sais. Du temps que j'étais contre l'or, elles m'ont banni. J'en pleure encore. Là-dessus est passé, quand j'avais le dos tourné. Montevideo est un quartier populaire de Naples, ville natale de l'auteur. Le roman est écrit à la première personne, je qui sera initié à la vie sensuelle par Maria, une autre gamine du quartier, et qui rencontrera dans son travail le très attachant Raffagnello. C'est sur ce dernier que s'orientera la lecture, qui commence un peu comme ça. Non sto più a scuola, ho fatto 13 anni e babbo mi ha messo a lavorare, è giusto, è ora. L'istruzione obbligatoria va fino alla terza elementare, lui mi ha fatto studiare fino alla quinta perché ero malatino e poi così avevo un titolo di studio migliore. Qua intorno i bambini vanno a lavorare pure senza scuola, babbo non ha voluto. Fa lo scaricatore al porto, non ha studiato. Solo adesso sta imparando a leggere e scrivere alle lezioni serali della cooperativa degli scaricatori. Parla il dialetto e a soggezione dell'italiano e della scienza di quelli che hanno studiato. Dice che con l'italiano uno si difende meglio. Bref, je résume. Je ne voulais plus aller à l'école, je voulais aider, travailler. Les études que j'ai faites me suffisent. Je sais l'italien, une langue paisible qui reste sagement dans les livres. Enfin, je travaille. Même si c'est pour pas cher, mais le samedi, j'apporte une paix à la maison. Je travaille chez Mast et Rico. C'est un bon menuisier. Mast et Rico héberge dans sa boutique un cordonnier qui s'appelle Don Raffagnello. Moi, je nettoie aussi sa place autour de sa caisse et du tas de souliers qu'il répare. Il est venu à Naples de quelques sommets d'Europe après la guerre. Il est monté tout droit, en haut de Montevideo, chez Mast et Rico. Il s'est mis à ranger les chaussures des pauvres. Il les remet à neuf. On l'appelle Raffagnello parce qu'il a les cheveux roux, les yeux verts, qu'il est petit, avec une bosse qui pointe dans son dos. À Naples, en le voyant, on lui a collé le nom de Ravanello, radis rouge. C'est ainsi qu'il est devenu Don Raffagnello. Il ne sait même pas lui-même de combien d'années il est au monde. Les enfants ne comprennent pas l'âge. Pour eux, 40 ou 80 ans sont un même désastre. Une fois dans l'escalier, j'ai entendu Maria demander à sa grand-mère si elle était vieille. Elle lui a répondu non. Maria a demandé si son grand-père était vieux. Et la grand-mère a répondu non. Alors Maria a demandé « Mais alors, des vieux, il n'y en a pas ?» Elle s'est prise une gifle. Moi, je les comprends, les années des gens. Mais celle de Raffagnello, non. Son visage fait 100 ans, ses mains font 40, ses cheveux 20, tout roux, comme des broussailles. Ses mots, je ne sais pas. Il parle peu, d'une voix très fine. Il chante dans une langue étrangère. Quand je balaie son coin, il me fait un sourire. Ses rides et ses taches de rousseur remuent. On dirait la mer,
quand il pleut dessus. Il est vraiment sympa, Raffagnello. Il répare les souliers des pauvres et ne se fait pas payer. Si quelqu'un veut une paire neuve, il prend ses mesures avec un bout de ficelle, il fait des nœuds à sa façon et se met à l'ouvrage. L'autre revient pour les essayer et il trouve des chaussures qui lui vont, mieux que des gants. Raffagnello aime les pieds des gens. Moi, je porte des sandales, même en hiver. Mon pied grandit et peut bien dépasser sans qu'on ait besoin d'en acheter une paire neuve. Elles me sont petites. Raffagnello les a prises pendant que je balayais pieds nus pour ne pas les user. Il l'a fait sans que je le voie. Quand je les enfile à midi, elles sont à ma taille et si confortables que j'ai eu peur de me tromper de sandales. Je l'ai regardé, il m'a fait oui de la tête. Je lui dis « Merci, don Raffagné ». Il répond « Pas de don. Mais vous êtes un bon chrétien, vous faites la charité aux pieds des pauvres, vous méritez le don. » Non, non, le don c'est bon pour les autres, et puis je suis même pas chrétien. Dans mon pays, le nom que je portais était un peu comme celui de Raffagnello. Le cordonnier est fatigué, il a un sommeil agité, sa bosse le brûle. Pourtant il est content. C'est bon signe, dit-il. Il se confie à moi quand Master Rico sort pour acheter du bois. Il m'a raconté son histoire. Il est venu à Naples par erreur. Il voulait aller à Jérusalem après la guerre. Il est descendu du train et il a vu la mer pour la première fois. La sirène d'un navire a sifflé et il s'est souvenu d'une fête de son village qui commence par un son identique. Il a regardé les pieds. Oh, combien sans souliers! Beaucoup d'enfants, comme dans son pays, secs, vifs. Il les voit comme les siens. Lui vient d'un pays plein de malheurs, qui a perdu tous ses enfants. La foule de Naples les lui rappelle. Raffagnello se promenait dans notre ville étrangère et pourtant presque identique à la sienne d'avant la guerre. Identique dans les visages, les cris, les insultes, les mauvais sorts. Et il trouvait bizarre de ne pas comprendre un seul mot. Il touchait ses oreilles pour voir s'il y avait un problème, et il rit en me le racontant. Il s'est résigné. La ville était étrangère. Ce doit être à cause de la mer qui la retient, la ville, et qui ne la laisse pas partir. Donc, lui aussi doit s'arrêter. Il ne peut pas continuer à pied vers Jérusalem. Les navires vont en Amérique, pas en Terre Sainte. Alors il reste. Il dit « Je reste un peu ». C'est la fin de l'année 45. On a besoin de souliers. Les gens veulent se marier. Naples est pleine de noces. Raffagnello s'arrête et attend. Chacun de nous vit avec un ange, dit Raffagnello. Et les anges ne voyagent pas. Si tu pars, tu le perds. Tu dois en rencontrer un autre. Celui qu'il trouve à Naples est un ange lent. Il ne vole pas. Il va à pied. « Tu ne peux pas t'en aller à Jérusalem, lui dit-il aussitôt. « Et que dois-je attendre » demande Raffagnello. « Cher Rav Daniel, lui répond l'ange, qui connaît son vrai nom. Tu iras à Jérusalem avec tes ailes. Moi, je vais à pied, même si je suis un ange. Et toi, tu iras jusqu'au mur occidental de la ville sainte avec une paire d'ailes fortes, comme celle du vautour. »« Et qui me les donnera ?» insiste Raffagnello. « Tu les as déjà ?» lui dit celui-ci. « Elles sont dans l'étui de ta bosse. » Raffagnello est triste de ne pas partir. Heureux de sa bosse, jusqu'ici un sac d'os et de pommes de terre sur le dos, impossible à décharger. « Ce sont des ailes !»« Ce sont des ailes !» me raconte-t-il en baissant de plus en plus la voix. Et les taches de rousseur remuent autour de ses yeux verts. L'ange le lui a répété, parce qu'il faut dire les choses 2 fois aux hommes. « Oui,
Tu voleras avec tes ailes jusqu'à Jérusalem, et tu feras des souliers. » « Comment était l'ange de son pays ?» lui ai-je demandé. « Quelqu'un qui savait faire de la vodka avec de la neige, » m'a-t-il répondu. Raffagnello frotte sa bosse contre le mur. Elle le démange. Il travaille dur. Le rouge de ses taches de rousseur est plus vif, alors que ses yeux verts sont calmes. Il me dit que la nuit, les os des ailes craquent dans sa bosse. Elles essaient de remuer et font mal. Ça va bientôt arriver. J'ai fait le compte que de Naples à Jérusalem, il y a 2000 kilomètres de vol. Vous pensez voler au-dessus de la mer jusque-là? Il ne me répond pas. Vous devez vous remonter, vous devez manger, comme le font les oiseaux migrateurs avant de partir. Faites-vous 2 œufs battus avec un peu de sucre. Raffagnello me regarde du vert de ses grands yeux. De la façon dont elle bouge, ce sont sûrement de grandes ailes. Nous nous remettons au travail, lui avec ses petits clous dans la bouche, moi avec le balai. Je nettoie son coin, pendant que je suis derrière lui, j'entends un craquement d'os dans sa bosse. Là où il habite, une chambre qui était un débarras, il n'y a pas de lumière électrique. Le soir, il allume une bougie. Il la pose sur une chaise. Il dit qu'il faut qu'elle soit basse, car la lumière veut monter. Il dit aussi que la bougie éclaire l'obscurité, elle ne la chasse pas. Au feu de la mèche, le verre de vin s'allume, l'huile brille, le pain sent le feu et se met à sentir bon. « Qu'est-ce que vous mangez d'autre ?» lui dis-je. « Un oignon, » dit-il. Comme il est beau près de la bougie. On a plutôt envie de l'embrasser que de le couper. Puis il y met de l'origan. Le sel scintille quand il en fait tomber une pincée sur l'assiette devant la lumière. Raffagnello ressemble à un oiseau. Il devient maigre. Les os ressortent sur son visage. « Non, Raffagné, vous devez manger. Le pain, l'huile, l'ail et l'oignon ne suffisent pas. Le voyage est long, et vous le faites en hiver. Les autres oiseaux sont déjà partis et arrivés. » « Je le sais, répond-il. Dans son pays, en septembre, il voyait les cigognes se grouper dans le ciel pour aller en Afrique. Elles passent tout près de Jérusalem. Dans ma tête est en train de pousser un œil de cigogne. Qui connaît le chemin? Je lui demande pour quand ce sera. Quand volera le bois de l'arche de l'Alliance, c'est ce que m'a dit l'ange. Je me tiens prêt pour la dernière nuit de l'année. Les Napolitains lancent par la fenêtre leur vieillerie. Un d'entre eux jettera sans le savoir un bout de bois de l'arche. Puis il ajoute d'une petite voix d'oiseau. Il le jettera, parce qu'à l'intérieur de l'arche, il n'y a plus ni table de la loi, ni commandement. C'est juste, cette nuit-là, personne ne s'apercevra du vol de Raffagnello. À suivre avec Sur les traces de Nive.